Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des lectures du mois de avril. Et ouais, j'ai encore eu un doute, sachant qu'on est fin mai. Du coup là, j'ai commencé à rattraper un petit peu. Vous allez encore avoir une vidéo super longue. Je le dis avant que la vidéo commence parce que on m'a fait la remarque, bon, juste un seul commentaire, mais effectivement, je trouve ça utile de le repréciser. Dans les lectures du mois, effectivement, je spoil. Ça a admis, hein, je spoil. Du coup, ça vous permet de savoir comment l'histoire évolue quand j'en parle, ou juste savoir si j'aime ou non. Ça dépend comment je pars. J'improvise totalement. Du coup, des fois, je raconte le manga en entier, des fois non, et puis j'essaye de condenser un minimum pour que ça aille le plus vite possible, malgré le nombre de mangas que j'ai à présenter. Donc vous m'excuserez, on est parti pour une session assez longue parce que j'ai rarement autant lu en si peu de temps. C'est-à-dire que j'étais malade, vous le savez, et en fait, j'ai repris la lecture le 20 avril. En 10 jours, je vais les compter, mais en 10 jours, j'en ai lu, j'ai compté 31 volumes, sans compter les grands formats et volumes doubles, ça compte pour un, et bah j'en ai lu 31. Je trouve ça énorme. J'ai rarement lu autant, quoi. C'est sur des périodes où je filmais pas, où je faisais vraiment rien d'autre, je jouais pas à autre chose, et c'est ce qui s'est passé sur cette période-là. J'arrivais à rien faire, l'écran, ça me sortait par les yeux. Du coup, je faisais que lire et rien d'autre. Et vu que je faisais pas de montage ni tournée, du coup, vu que j'étais trop crevé, et ben j'ai lu, et ça m'avait fait du bien d'ailleurs, un truc de ouf. Sauf que je me suis retrouvé à lire autant que sur un mois en 10 jours. Donc finalement, ça va être encore une vidéo super longue, et désolé pour cette intro, on y va. L'homme qui tua Nobunaga, voilà, donc le tome 2, je vous avais parlé du tome 1 sur le fait que, effectivement, la chronologie était un peu cassée dans ce tome 1. Dans le tome 2, beaucoup moins, c'est beaucoup plus compréhensible, en tout cas en termes de chronologie, donc il n'y a plus trop de soucis sur ce point-là, donc ça c'est très bien. Niveau graphisme, j'ai toujours rien à dire, hein, c'est toujours aussi sympa, voilà, je peux vous prendre une planche au pif, et bah je l'ai directement bien, hein, je n'ai pas mis de marqueur, hein, donc ça, pour le coup, le dessin est très cool, j'ai rien à dire là-dessus. Le scénario avance toujours. Mon seul gros défaut que j'ai sur ce manga, c'est vraiment le fait qu'il y a 50 000 noms qui arrivent de tout, de généraux ou de localisation, je le redis, je me répète, mais ça c'est vraiment un fouillis pour moi qui ai du mal en plus avec les noms. Mais des fois je me repère plus, je suis un peu perdu, mais je pense pas que ça fera ça à tout le monde du coup, il n'y a pas de raison. Et ça doit aussi venir du fait que je lis énormément, du coup des fois je dois me perdre sur des noms entre deux mangas, forcément ça arrive. Par contre les batailles sont vraiment très sympas à suivre, les stratégies et tout, donc globalement je dirais que la moitié du manga je m'y retrouve à fond et l'autre moitié un tout petit peu moins, mais ça reste un manga qui est très cool. Donc on avance toujours sur cette histoire de l'homme qui aurait tué l'homme véritable qui aurait tué Nobunaga à la fin de Nobunaga, et pour l'instant ça s'entraîne. On sait déjà en fait avec le tome 1 qui c'est qui va tuer Nobunaga techniquement, mais ça avance sur ses conquêtes, ses batailles et quelle décision il va prendre qui va faire que. Dans tous les cas, le tome 2 était beaucoup plus sympathique, donc oui, le tome 3 va être pris, et de toute façon au moment où je fais la vidéo, je l'ai pris, et du coup, au moment où la vidéo sort, vous savez déjà que je l'ai. Donc je le lirai et je vous en parlerai aussi. C'était chez Delcourt Tonkan, je suis plus sûr que je l'ai dit, donc je le dis maintenant, et chez Kurokawa, nous avons Demon Slave, le tome 2, manga qui un peu moins bien que ce à quoi je m'attendais, on va dire. C'est-à-dire que il y a du ecchi, ça me paraît cohérent, hein, je l'ai aussi pris un peu pour ça, mais il est moins bien fait que ce que j'ai pu. En fait, je m'attends un petit peu à beaucoup dans le sens où j'ai adoré vraiment Red Ice World et je m'attendais à quelque chose un peu dans la même veine. Là, c'est par alors je sais plus si c'est le scénariste ou le dessinateur, je crois que c'est le scénariste là. Et ouais, un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Bon, il en faut aussi. Je prendrai quand même le tome 3 parce que j'ai quand même envie de voir là où ça va, surtout qu'il n'y avait pas énormément de réponses par rapport au tome 1, je trouve, des petites. Mais là, on est parti sur ils ont réussi à me foutre dans un ecchi shonen le fameux principe du tournoi, mais qui a entre deux personnes seulement, mais ils me l'ont foutu dès la fin du tome 2, donc ils en ont eu besoin direct, ils m'ont sorti la carte jackpot tournoi direct, et directement ils se font attaquer aussi, et ça se finit d'ailleurs comme ça, hein, si je dis pas oui voilà, ça se finit comme ça, et il y a des démons qui arrivent, et puis voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans le tome 3 après. Pour l'instant le tome 2 est pas fou, voilà, c'est mon petit ressenti, et puis voilà. Le tome 19 de The Promised Neverland était vraiment très cool, il y a tout qui se met en place et finalement ça commence à plutôt bien se passer. Il rattaque Grassfield, il y a plein de choses qui se passent, disons qu'on sait que là il reste plus qu'un tome, vraiment. Tout commence à plutôt bien se mettre en place. Moi j'aime toujours ce manga pour l'instant, je sais pas c'est quoi la fin, je la verrai très prochainement parce que moi au moment où j'en suis, là dans la vie réelle de la vérité véritable, il reste 19 ou 18 jours avant que le volume y sorte, le dernier. Et donc pour vous, une semaine de moins, je crois, par rapport à quand une semaine et demie de moins. Donc il va rester
Et voilà, il va rester une semaine avant qu'il sorte. Donc j'ai hâte de mettre la main dessus pour pouvoir vous parler de la fin de ce manga qui pour l'instant est vraiment très très cool. Soul Liquid Chambers chez Noef Graphics. Ça va être en 3 tomes. Et franchement, c'était plutôt sympa. Voilà, faut le reconnaître. Apocalypse zombie, et du coup, vous êtes sur cette fameuse fille qui peut se démembrer parce que c'est un robot et qui peut échanger d'âme. Il y a ce principe, en fait, le Soul Liquid Chamber, c'est vraiment les gens qui peuvent se mettre en bouteille, en bouteille liquide, c'est leur âme qui est dedans, et c'est eux-mêmes, en fait. Sauf que, du coup, eux, ils ont la gamine, elle a une machine que visiblement personne n'a pour pouvoir s'échanger dans le corps, dans son propre corps, entre sa sœur et elle, entre sa sœur qui du coup arrive à se battre et l'autre qui est plus réfléchi, qui ne sait pas se battre. On n'a pas trop d'informations, mais visiblement, voilà, l'apocalypse zombie, tout ça, c'est pas forcément quelque chose de naturel, on va dire, et il y a toujours ce principe de homme riche, homme surpuissant, etc. J'ai envie de savoir ce qui va se passer après, vraiment. Et malgré cette image un peu trompeuse de très etchi, on va dire, c'est pas vraiment présent. Vraiment pas, en tout cas sur ce tome 1. Il y a peut-être 2 petites micro-scènes où avoir des jambes, etc. Franchement, c'est très soft là-dessus, c'est plus dans le gore justement. Et j'ai apprécié en fait de me faire avoir, on va dire, par cette jaquette où j'ai parti par un petit préjugé de me foutre un etchi gore. Et ben non, pas du tout. C'est là pour le coup, mea culpa, c'était beaucoup plus gore que ça finalement. Et je sais pas, j'étais dedans et je vous dirai le tome 2 comment il est, ou peut-être attendre et faire les 3 tomes d'un coup, je ne sais pas. On passe chez Komiku avec Faraway Paladin, le tome 5, et il faut avouer que j'aime toujours autant cette série qui est sur ses débuts. Là, ils vont se faire un petit groupe, ils vont aller chasser, il a réussi à avoir l'accord de faire un petit groupe de mercenaires qui vont chasser les démons en dehors de la juridiction d'une ville, ce qui est un petit peu compliqué de manière politique, et ils arrivent à aider des villageois, tout ça. Le seul problème, c'est que lui, il est vraiment très 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 fort, il a été éduqué d'une autre manière que les autres, et il a à un moment ce petit syndrome de supériorité où il préfère laisser tout le monde derrière lui parce qu'il a failli perdre tout le monde à un moment à cause d'un piège, etc. Et du coup ça fout un petit peu la merde. Le principe des gens qui disent mais non mais tu peux te fier sur nous, on va progresser, on va essayer de te rattraper, etc. Il a pris peur quoi en fait. Il a pris peur. C'était pas en mode je suis meilleur que les autres. Il sait qu'il est meilleur que les autres, mais il veut pas leur imposer sa puissance, dans le sens où il peut pas dire à quelqu'un surveille mes arrières en voyant une créature et en lui-même jugeant qu'il pourrait se la faire, alors que les autres ne pourront certainement pas finalement. Il a du mal à du coup pouvoir se dire je pourrais me reposer sur eux et non pas je les envoie à l'abattoir. Et du coup ça fait voir aussi une autre dimension de comment il est, qui il est, comment sont les autres. Moi franchement j'aime bien ce manga et je vous le conseille, c'est un bon isekai. Parce que ça fait partie des isekai, il recense pas tout le temps son passé de quand il était dans l'autre monde, dans notre monde à nous du coup. Mais voilà, il y a ce côté réincarnation et tout qui est en fait très cohérent parce que sa déesse c'est la réincarnation finalement, la vie éternelle ou je sais plus quoi. J'ai oublié le nom de la déesse mais c'est celle-là, celle de la réincarnation. Donc il y a une cohérence finalement, il a été choisi on va dire correctement. Donc il y a un petit fil scénaristique qui est logique à voir pour la suite, mais je vous conseille Faraway Paladin. Toujours chez Komiku avec The Handsome Magus Bride. Comment c'est déjà, c'est Psaume 108, le bleu du magicien, donc le bleu du magicien quoi pour faire plus simple, qui est un des spin-offs de The Handsome Magus Bride, qui se passe en France, et ça reste très sympa aussi. Et c'est pas forcément parce que ça se passe dans le même univers, parce que finalement Ainsworth et Elias, Ainsworth qui est Elias aussi, et Shizé plutôt, ne sont pas présents ici. Ils sont bien évoqués plusieurs fois à chaque fois, donc il y aura peut-être un croisement à un moment, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que lui, il apprend de plus en plus à contrôler son pouvoir, et que finalement, il aurait peut-être été embrigadé par justement la communauté maléfique dont j'ai oublié le nom encore une fois, qui du coup essaye de récupérer la fameuse Giselle pour... on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, juste... elle veut mourir en se faisant tuer par lui, et lui il veut essayer de la sauver, et eux ils veulent la récupérer. Mais encore une fois, on sait pas trop pourquoi. Alors évidemment, c'est une malédiction, Scalé, le dragon, etc. Est-ce qu'ils veulent la buter pour faire des expériences, la capturer pour faire des expériences, récupérer des éléments magiques, ou juste la buter parce que ça peut foutre la merde, sachant qu'on a appris que dans le passé de Giselle, ça a été très problématique, à un moment, elle a perdu le contrôle et tout, et c'est pour ça qu'elle veut se faire tuer d'ailleurs. Elle a pas envie de refaire ça. Et voilà, il y a tous ces éléments-là qui commencent à se mettre en place. On est sur le 3e tome, on sent que ça va aller beaucoup plus loin maintenant. Là, je vous ai dit plein d'éléments d'un seul coup. C'est parce qu'on s'en bouffe plein d'un coup. Et c'est ça qui fait que là, du coup, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant, peut-être que ça l'a été au départ. C'est que ça se fixe pas sur eux deux. C'est beaucoup plus grand que ça, ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup plus conséquent que juste un gamin qui a été choisi pour devenir le mari.
Non, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça a même des importances politiques finalement. Politique intra-magique, magicien. Je vous conseille, mais après, voilà, il y a zéro objectivité vu que c'est la série spin-off de The Handsome Magus Bride. Je sais déjà que même s'il y a des très bons éléments dedans, que ça plaira pas à tout le monde et qu'en plus, je suis pas objectif du fait que, voilà, Magus Bride. Lisez Magus Bride, lisez spin-off de Magus Bride, vous le savez déjà. On passe chez Panini avec le tome 1 de Eden, It's an Endless World, avec la version grand format et le petit marque-page que je vous avais présenté d'ailleurs. Est-ce que c'était sympa? Est-ce que c'était pas sympa? C'était plutôt bien. Il faudrait que je me lise le tome 2 prochainement. Je voulais pas le lire justement pour éviter de m'égarer parce que c'est un gros volume. Le seul truc que j'ai en fait pour l'instant, c'est que voilà, on suit des gens. Ça a beaucoup. En fait, ça a un petit peu trop vite dans le sens où il y a un gosse qui du coup essaye de survivre dans ce monde où du coup la population a été à combien de pourcents décimée, je me souviens plus, 15% de la population mondiale a été décimée. Ça a foutu un peu la merde globalement parce qu'il y a plein de gens qui sont morts et du coup il y a tout qui est un peu en mode post-apo, il y a plein de trucs qui sont détruits et tout et les gens ils sont un peu en mode mercenaires, faut attaquer, faut tuer, faut machin. Ok. Pourtant 15% j'ai pas l'impression que ce soit tellement énorme. Ouais non c'est ça, hein, c'est 15% de la population mondiale, hein. Je me trompe pas, hein, mais je trouve pas ça énorme. Pas assez pour foutre la merde à ce point-là dans le monde. Après, c'est peut-être moi qui ai l'impression de ça. J'attends de voir des explications plus convaincantes sur la suite. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais juste le mec se fait embarquer dans un petit groupe de résistance. Et en fait, après, il découvre que son père, c'est celui qui a créé la première résistance par rapport à l'armée elle-même a créé ce virus pour détruire. C'était un virus pour détruire d'autres pays. Toujours des cons de pays qui foutent la merde. C'est toujours évoqué là-dedans. Le truc, c'est que, en fait, ce gamin qu'on suit, qui est embrigadé là-dedans et qui est obligé du coup de faire les actions des mercenaires en question, ça commence ici. Mais tout ça, en fait, c'est sur deux autres gosses qui du coup on découvre d'où vient le virus, etc. C'est à ça que ça sert, avec aussi le robot qui va suivre dans la suite. Et en fait on apprend plus tard, donc genre moitié du volume, qu'en fait c'est logique que d'un seul coup on ait une ellipse, qu'on se retrouve avec un autre personnage principal alors que pourquoi? Il s'avère que c'est le fils des deux. Voilà, c'est pour ça. Mais je vous avoue qu'au début, en termes de chronologie, j'ai pas compris. J'ai cru pendant un moment que c'était parce que ça avait été mis dans l'édition grand format, en mode le début, c'était en fait, les 2 chapitres d'intro pour se faire gagner un concours dans le Shonen Jump quand il y en a déjà. Et ce fameux one shot est devenu autre chose en devenant l'histoire sérialisée. Je savais pas trop. Et heureusement que ça a été fait en format double limite là à ce moment-là. Parce que c'est vrai que ceux qui étaient seulement le tome 1, ils devaient être paumés, je pense. En tout cas, c'était plutôt une très bonne découverte Eden. Et en plus, le dessin peut vous faire kiffer si vous aimez bien ce style graphique que j'ai envie d'appeler le style graphique de Gun Akira. Je pense que je pourrais me faire taper par certaines personnes, mais je pense aussi que vous allez peut-être comprendre pourquoi je pense à ça. Il y a vraiment un très fort graphique qui fait penser à ces années-là de dessin. Et pour tous les fans de cette époque-là, je vous conseillerais Eden déjà juste pour ça. Et pour les autres, découvrir un manga avec un style graphique comme ça, aujourd'hui, sans le connaître, avec une thématique, on va dire un peu actuelle, ça peut être une très bonne découverte aussi. Alors moi pour l'instant, j'ai vraiment apprécié le tome 1 et j'ai hâte de lire le tome 2. 20th Century Boy, le tome 6 du coup de la Deluxe de chez Panini toujours. C'est excellent, voilà, c'est excellent, on va savoir hein, comme d'hab. Là, on découvre, il y a plein de trucs. Bon, chose que je vous avais pas dit sur la fin du tome 5 et que je vous dis maintenant et qui du coup est vérifiée, Kana est la fille du coup de Ami. Et Ami veut remettre la main dessus, certainement parce qu'elle a des pouvoirs justement. Ensuite, il s'avère que pourquoi est-ce que Ami n'a pas suivi le plan qui avait été fait quand ils étaient gosses pour détruire l'humanité, c'est parce qu'en fait il y a eu un autre carnet qui a été fait plus intelligent pour eux, hein, mais en fait plus méchant en fait, tellement plus réaliste, qui marcherait beaucoup mieux avec du poison, etc. J'étais en mode sympa, cool, grosse ambiance avec des gosses en plus. C'est des gosses qui ont imaginé ces plans-là. Vous avez pas que ça à faire quoi. Enfin voilà quoi, on sait toujours pas vraiment le visage d'Ami en fait. On a encore l'autre qui a toujours son masque aussi, qui était absolument sûr qu'il y avait des extraterrestres qui allaient venir chercher un jour et qui n'était pas de ce monde, qui est clairement déficit d'un manque d'attention en plus parce qu'il se cachait toujours et en plus personne ne le regardait et tout le monde l'avait oublié. Il y a un des anciens compagnons, un des anciens amis qu'on vous revoit adulte et qui est clairement je sais pas qu'il est dans un autre groupe de résistance, mais qui est avec d'autres personnes qui pensent comme lui.
voilà, et qui pourtant ne font pas partie d'un groupe de résistance. Normalement, quelqu'un a dessiné le visage d'Amy, c'est bon, mais on l'a pas vu. Et il y a le groupe de résistance qui essaye toujours, voilà, d'aller attaquer, de trouver qui c'est, etc. Il y a tout qui commence à bien se mettre en place et tout le monde qui va commencer à se réunir et tout. J'attends toujours d'avoir des nouvelles de Kenji parce que j'arrive toujours pas à croire qu'il soit vraiment mort. Surtout que de temps en temps, il y a des micro-flashbacks où on voit réavancer au fur et à mesure chaque pas, par 2-3 pages, juste ah mais c'est toi qui est machin, etc. On a vraiment l'impression que c'est juste pour à chaque double volume comme ça, par 1 ou 2 pages, ils font avancer à chaque fois ce flashback petit à petit jusqu'à ce qu'on finisse par découvrir qu'il est vivant. Disons que j'ai envie d'y croire. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de croire qu'il est mort. Ça me paraît vraiment bizarre. Surtout qu'il revient tout le temps, vraiment, dans les flashbacks et tout. Je me trompe peut-être. Je sais pas trop, ce serait une bonne ou une mauvaise chose, je vous avoue. Mais je sais pas, il y a un truc qui me turlupine avec ce Kenji. On l'a pas vu mourir et on a juste vu une explosion de loin et tout le monde croit qu'il est mort du coup. Enfin, tout le monde sait qu'il est mort. Qu'il l'est vraiment, je sais pas. Sachant que c'est bientôt fini, hein. On est au 6e tome, hein. Le 7e va sortir, le 8e va sortir très vite dans la foulée d'ailleurs, parce qu'il y a un décalage de date. Il va rester 2 tomes après, hein, de mémoire. Il y a que 10 tomes pour la série. 11, gros max. Donc dans tous les cas, ça va être très bientôt fini. Donc on va très rapidement savoir la fin et je pourrais vous en parler au fur et à mesure de toute façon. Pour l'instant, mais oui, lisez 20th Century Boy, lisez du Urasawa, Happy, Yawara, etc., 20th Monster et compagnie, Billy Bat, lisez du Urasawa, ça vous fera du bien. Et on passe chez Kan avec Happy the Soul Sender, le tome 4. C'est toujours aussi sympa, ça serait un peu plus compliqué à résumer, mais le mec en question, là, du tome 3, si vous voulez voir sur une vidéo précédente ou si vous avez suivi, ou voilà, c'est le fait qu'il a connu les parents qui ont aussi foutu la merde dans son travail, et là on voit vraiment son côté complètement débile, en plus il y a du poison en lui et tout, enfin bref, la bibliothèque brûle à la fin, c'est la merde, son bâton à elle est cassé, il faut le refaire, elle tombe sur un esprit gentil. Voilà, j'ai fait le très gros résumé, mais en gros elle s'en sort vivante, et c'est l'important. Et il y a des petits points de mystère avec son gardien, son assistant, son majordome, je sais pas trop. Il résiste vraiment bien au miasme, parce que je dis poison, mais au miasme des esprits. Et vu qu'il y a des petits genre, mais qu'est-ce que t'es, qui es-tu, comment arrives-tu à, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment très spécial qui nous est caché avec. Peut-être qu'il a un lien avec les esprits. Je sais pas trop. Ça se trouve, les esprits peuvent prendre... En fait, il y a un moment dans le manga, et je trouvais ça vachement intéressant, c'était les esprits naissent par rapport aux besoins des humains. Est-ce que elle aurait été toute seule, ses parents leur a abandonné, etc. Est-ce qu'elle aurait eu besoin d'un esprit qui soit avec elle pour qu'elle ne soit pas seule? Et en fait, cet esprit, c'est lui. Et elle s'en rend même pas compte parce qu'elle a demandé tellement jeune, peut-être elle a toujours été accompagnée par lui. Peut-être qu'en fait, c'est un esprit. Théorie à la con. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. On n'a jamais vu d'esprit en plus qui ressemble à un humain, donc globalement, voilà, je pars peut-être dans un gros délire, mais je sais pas, j'ai eu ça en tête, à voir. Moi, en tout cas, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer dans la suite. Il se passe pas excessivement de trucs, c'est pas le manga le plus, voilà, avec le plus d'action au monde que vous verrez, mais c'est une petite histoire, voilà, qui est vraiment très intéressante à suivre. Et moi, je vais continuer avec plaisir à suivre les aventures d'Happy. The Killer Inside, le tome 5. Ouh, la vache, c'est tellement bien cette série, vraiment. C'est là par rapport, voilà, je vous en montre plein, je vous dis à chaque fois, c'est sympa, c'est bien, je vais continuer, etc. Là, c'est vraiment très bon, quoi. C'est un très bon manga, et je sais toujours pas ce qui est en train de se passer, parce que le mec qui du coup est en double personnalité s'est fait arrêter, ça y est, parce que finalement c'est lui qui a été mis en cause. Il se retrouve en prison, et on n'arrive jamais à savoir c'est qui vraiment qui est méchant. Et il y a la gamine, on apprend enfin à savoir qui c'est là, qui toujours arrive à repérer si c'est vraiment le bon ou le gentil directement. Et on en apprend plus sur sa vie, etc. Il y a la fille aussi qui s'était mis en couple avec lui. Je vais essayer de vous retrouver le nom quand même, ça va être un peu plus simple. Ah oui, c'est toi qui. Oh là là, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est dès le début. La fille qui a retrouvé son père et en fait qui l'a mis en esclave. Littéralement, disant en fait t'aimais maman parce qu'elle te donnait des ordres, je vais faire pareil avec toi. Et en fait à un moment visiblement il en a eu marre et il s'est pendu, sauf que c'est un peu elle qui l'a poussé au suicide, hein, clairement. Et en plus elle lui avait demandé de découper, de tuer une des filles. Enfin, elle est complètement barge la fille en question. Le mec il sait même plus où se mettre, il se retrouve en prison et il a lâché prise, quoi. Je pense que c'est pour ça que l'autre il a encore le contrôle, c'est qu'il en peut plus. Là il a saturé. Quand il va reprendre le contrôle, il va rien comprendre de ce qui lui arrive, le pauvre. Donc j'ai hâte de voir la suite, je vous avoue, parce que là
là on en apprend aussi plus sur son enfance où tout le monde l'a rejeté à partir du moment où son père était un meurtrier. Et lui aussi il n'a pas vécu une bonne vie, sa mère qui s'est suicidée, etc. Personne qui voulait venir, ma mère a besoin d'aide et tout. Ah non, c'est le gamin qui a son père s'est meurtrier, faut pas l'aider. Waouh, il se passe beaucoup de choses dans ce tome, donc plein de choses qui se résolvent on va dire, et d'autres choses qui... Enfin des choses qui se résolvent dans le sens où on apprend des choses avec des flashbacks. Mais là, c'est en tome 6 où j'ai envie de voir ce qui va se passer vraiment. En plus, c'est une série qui est assez courte, mais à chaque fois, j'ai l'impression que la fin peut arriver dans le prochain tome, tellement ça peut être proche de dénouement, mais ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître. C'est un manga assez ouf. Je vous conseille cette série, vraiment. Donc, alors, 5 tomes pour l'instant, et de mémoire, c'est 11 tomes, la série qui va se terminer. The Killer Inside, très bon manga. Le renard et Tanuki, toujours chez Kion, le tome 2. Bon, ça c'est madame qui l'achète et je le lis avec plaisir en vrai. C'est mignon, c'est gentil, il y a l'évolution, c'est le renard qui doit récupérer des gemmes en faisant en sorte voilà, d'exorciser les mauvais esprits, etc. Ouais, franchement, ça matche bien, Ce renard méchant qui doit se racheter une conscience en aidant le Tanuki et qui du coup devient, sans le vouloir vraiment, de plus en plus gentil aussi. Et en plus, quand il veut aider le Tanuki, vraiment quand il veut l'aider, ben en fait, ça a été vérifié, il récupère ses pouvoirs dans son intégralité et ça fait des dégâts. Et dès qu'il en a plus besoin, tchoum, il récupère comme avant. Il pense qu'il y a un dérèglement et ils appellent la déesse et tout. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est comme ça. Ah, donc il peut récupérer et on le voit vraiment en mode gigantesque. Et le Tanuki, il est encore innocent, quoi. À un moment, il retrouve même ses parents. Ses parents l'avaient abandonné parce que c'était un Tanuki qui était bizarre dans le sens où il avait des pouvoirs. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont amenées comme ça. C'est un manga qui est sympa si voilà vous voulez du mignon, du culturel. Vraiment du culturel full Japon. Parce que voilà, cette culture renard, Tanuki et loup. Voilà, parce qu'il y a les trois, hein. Il y a le Tanuki et les loups qui sont mis en avant ici. D'ailleurs, lui, c'est un chien, je crois. D'ailleurs, je sais plus ce qu'il fout là, mais c'est un chien. Et il y a les renards. Et c'est des trucs très importants dans la culture japonaise. Si c'est des choses qui vous plaisent, avec même les yokai, etc., il y en a. Ouais, ça va vous faire kiffer. Vraiment, vous allez trouver votre compte. Moi, c'est grâce à ça que je trouve mon compte. Il y a un petit côté mignon. C'est pas forcément ce que je recherche dans un manga. Mais le côté culturel Japon, avec tout ce folklore, ça, c'est un truc, par contre, que j'adore retrouver là-dedans. Et on continue chez Kion avec My Hero Academia, le tome 28, oui, un petit peu déçu, je m'attendais à un vrai combat avec Fumikage, on l'a pas eu, mais en même temps il se passe tellement plein de choses assez folles dans ce manga que j'ai fait une croix dessus. J'espère quand même qu'un jour je l'aurai mon combat avec Fumikage, avec ses pouvoirs à fond, parce que j'adore vraiment ce personnage. Bon, je next. Tomura, je crois, le nom, toujours pareil, je galère avec les noms. Le grand méchant Pabo qui est là, Deku, ou Izuku, au choix, il arrive à le repérer. En fait, il se fait réveiller et il a masse pouvoir. En fait, il lui a donné plein de pouvoirs du All for One. En fait, le All for One, du coup, lui avait transmis plein de pouvoirs et du coup le médecin lui en a donné et du coup il a donné plein de pouvoirs, voilà, régénération, renforcement, vitesse, saut, localisation aussi, ce qui permet d'ailleurs, c'est le dernier pouvoir qui avait été récupéré d'ailleurs sur une des Pussycat, je crois le groupe, qui permet du coup de localiser des coups directs. Son pouvoir en plus il a grandi, maintenant ça peut se passer, s'il veut ça peut, enfin si je touche ma Billy là, et ben ça fait pas juste disparaître la Billy, ça fait disparaître les mangas avec, le mur avec, les gens au-dessus, enfin il suffit qu'il y ait un contact pour que son pouvoir il se déplace. Enfin son pouvoir il est carrément meurtrier là, vraiment des puissances assez colossales, et en plus ouais voilà, le combat va débuter dans tome 29. Clairement là, Deku en fait il doit s'échapper, il doit fuir parce que personne sait en fait à part Katsuki qu'il a ce pouvoir et qui fait que c'est pour ça que le grand méchant Pabo, hein, je crois que vraiment que c'est Tomura, va essayer de le buter, veut le buter lui, c'est parce qu'il a c'est parce qu'il a le pouvoir du coup de All Might en fait. Et les autres ne savent pas pourquoi c'est lui qui veut le pourchasser. Et vu qu'il essaye de buter tout le monde et tout, en fait, Deku a décidé de s'interposer, comme à chaque fois il le fait, comme tout bon héros finalement devrait le faire aussi, s'interposer. Voilà, donc clairement, il va y avoir le combat dans le tome 29. J'attends ce tome 29, je veux lire ce tome 29, il faut qu'il sorte ce tome 29. C'est vraiment dans la phase la plus grosse là en termes de combat, et il se passe vraiment plein de choses assez cool. Je veux la suite. Vous vous rendez pas compte, mais là ça fait plus d'une demi-heure que je parle déjà dans le vide. Ça vous fait rien. Mais ça fatigue un petit peu la voix quand même, mine de rien. Bon, on continue. Là j'ai fini tout ce qui était Kion. Donc là, en fait, comme à chaque fois vous le savez, hein, je prends des petits volumes et puis plus il y en a, plus c'est les mangas dans lesquels je parle à la fin. Et Kion, il y en avait quand même pas mal. Et du coup maintenant on passe chez Glénat avec
Parasite, le tome 7, donc l'avant-dernier tome. Pareil, j'ai attendu avant de lire le tome 8. Et clairement, les humains se débrouillent comme jamais, là. Vraiment, ils se débrouillent comme jamais. Ils ont un peu d'aide extérieure, etc. Ils ont même un détecteur maintenant à Parasite. Ils peuvent savoir parce que du coup, le cerveau n'est plus en activité, quelque chose dans le genre. Et ils arrivent vraiment, ils savent qu'il y a des parasites à un tel endroit. Et ils organisent une grosse opération pour tous les buter. Il y a quelques parasites qui sont beaucoup trop forts et du coup, ils n'y arrivent pas à les buter. Mais ils arrivent à se débarrasser quasiment de tout le monde. Et là, grosso modo, il reste vraiment une grosse menace qui essaye de buter le personnage principal. Et à la fin, enfin sur la dernière partie, juste il arrive à retrouver son ami et puis finalement, on dirait qu'ils concluent ensemble. Il a envie de relâcher en fait un peu la pression. Il a l'impression de se sentir mieux vraiment. Et là, du coup, le dernier tome va être le tome fatidique, vraiment avec cette dernière bataille finale. Je le suppose. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va se dérouler. Je sais juste que Parasite gère très bien son rythme. Je le redis parce que c'était vraiment une très bonne lecture et sans nul doute que le tome 8 va me faire exactement le même effet. Je pense que vraiment Parasite, ça va être un très bon manga du début à sa fin. J'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je verrai quand je le lirai. Mais effectivement, ce tome 7, toujours pareil, il est concluant et je vous encourage à lire Parasite. Je pense que si vous vous intéressez au médium du manga, si vous voulez lire plus que juste que ce que vous lisez et en savoir plus sur le manga en lui-même, Parasite me semble être un vrai manga à avoir dans sa mangatech pour ça. Voilà, donc je vous conseille Parasite. Burn the Witch, le tome 1. J'ai mis du temps avant de le lire celui-là. Waouh! Je l'ai reculé. Je sais même plus pourquoi. J'avais vu les épisodes. Pas été plus fan que ça. Je me suis dit je vais le lire. Le dessin c'est pas un problème parce que je lisais déjà du Bleach et bon, le trait a pas excessivement évolué. Par contre, il y avait des éléments qui étaient beaucoup plus sympas et on comprend aussi plus certaines choses avec les dragons qui peuvent contaminer une âme, etc. Le truc, c'est être en contact avec un dragon, ça peut vous rendre passible de la peine de mort. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Il y a un mec qui est en mode un peu je sais pas, j'ai envie de dire gardien, secrétaire, nettoyer. Il me fait penser à quelqu'un qui va juste nettoyer les sols dans le coin, avec son look, la casquette, la grosse barbe, il a toujours un truc avec lui. J'ai l'impression que ça pourrait être un balai qu'il porte à chaque fois et juste il nettoie et il donne les missions aux gens. Tu sais pas pourquoi. Et ce mec-là arrive à buter un dragon à une distance de ouf, pouf, juste avec son doigt. Et pourquoi? Comment? Qui es-tu? Es-tu un méchant? Es-tu un gentil finalement? Je sais pas. En tout cas, il y a plein de questions qui me sont posées et que du coup, j'ai envie quand même d'avoir les réponses. C'est beaucoup plus sympa. J'arrive pas à comprendre trop le principe de vouloir buter un dragon pour buter un dragon. J'arrive pas à savoir pourquoi les dragons sont méchants non plus dans cet univers. Il n'y a pas vraiment de raison logique qui ont été données à ça. Le problème, c'est que individuellement, un manga ou série, film ou autre chose, vous êtes balancé dans un univers et vous vous posez pas de questions parce que tout doit être compréhensible. Et je sais pas, il y a un truc qui me manque du pourquoi les dragons sont méchants. J'arrive pas à l'avoir ça. Vraiment, il n'y a aucune cohérence pour moi. Surtout qu'en plus, il y a un des mecs qui se combat avec un dragon. Donc les dragons sont pas forcément tous méchants. Voilà, j'ai des questions en tête. Il y a des choses qui me plaisent pas. Déjà parce que j'aime pas qu'on bute des dragons pour rien. Parce que j'adore les dragons. Mais j'aimerais bien avoir des infos là-dessus. Je lirai certainement le tome 2, mais si après c'est juste buter les dragons pour buter les dragons, je pense que je vais drop. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse de lire. Mais j'aimerais bien savoir, ouais. J'ai l'impression que il y a un truc pas net derrière. À voir avec le tome 2. Le tome 15 de Dr. Stone. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome. Il est vraiment très très sympa. Je le dis sur beaucoup de tomes, mais bon, voilà, c'est logique, je m'achète des mangas que j'aime bien aussi. Comment dire? C'est la première fois qu'on voit l'arme utilisée, aussi souvent l'arme qui pétrifie, et vraiment maintenant on sait à 100% comment elle fonctionne, faut donner le nombre de mètres, le nombre de secondes avant qu'il s'enclenche, et on balance le truc, et après on le récupère. Vraiment, tout le monde fait confiance à Zenku, et à comment il réfléchit et tout. Ils ont mis ça a été très compliqué de réussir à faire des choses entre l'arme qui est paumée, l'arme qui est perdue, les gens qui se font pétrifier. Le mec qu'ils ont foutu en prison qui se fait dépétrifier et qui décide quand même d'être du côté de Zenku, je trouve ça assez fou. C'était un pari risqué qui a réussi, donc tant mieux. Et en plus, on découvre aussi le fait que... on le savait je crois déjà, mais que le mec qu'ils avaient récupéré à un moment en mode naufrage, c'est le fils du grand patron qui en fait n'existe plus et qui suivent pourtant tous, mais par la voix du prêtre, un enfoiré quoi. Si les gens arrivent à le savoir, hop, son contrôle disparaîtra et ça le fait bien chier. On va pas se mentir. Donc voilà, on va savoir très rapidement ce qui va se passer, sachant que là, tout le monde fait confiance à Zenku sur la fin, en mode Zenku, tu vas y arriver, sachant qu'ils se font tous pétrifier sur la fin, beaucoup se font pétrifier, donc c'est qu'ils ont confiance, il y a un plan, quelque chose qui se met en place, et ils savent quelque chose visiblement. Moi je ne sais pas, ça m'agace, sortez le tome 16. Et pour rester sur le même principe, nous avons le one shot ici, qui se passe dans l'espace. C'était sympa d'avoir quelque chose qui se passe dans l'espace, en vrai, avec du coup le Dr. Stone reboot Byakuya, donc le père de Zenku, qui veut
tout faire pour que son fils ait le maximum de choses intéressantes, utiles au moment de son réveil. À aucun moment il doute que son fils puisse réussir à sauver l'humanité. Et c'est beau. 100% il lui fait confiance. Je trouve ça extraordinaire. Qu'un père ait autant confiance en son fils comme ça, c'est magique. Bon, il faut repeupler un peu la civilisation en bas et tout, en réussissant à descendre. Mais ce qui est le plus intéressant finalement, c'est le robot si présent là. Parce que le robot si présent, quand il a été créé sur Terre, en fait il avait un truc d'apprentissage automatique. Ils ont été obligés de le laisser dans la station spatiale. Et là où il s'était dit qu'il l'abandonnait parce que 2 ans après la station elle serait morte, lui à chaque fois il était en mode recherche dans comment réussir à faire ci, faire ça. Il s'est même baladé dans l'espace, allé sur une comète, il est revenu, il l'a foutu en orbite à un endroit. Il a réussi à faire maintenir la station pendant, je sais plus, 80 ans, un truc dans le genre, je sais même plus le nombre de temps exact. Et ce qui est dingue, c'est que après, il était même lui en morceaux, il n'arrivait plus à faire quoi que ce soit. Il a créé une sorte on va dire d'imprimante 3D, on va l'appeler comme ça, qui était censé réimprimer des trucs, puis réimprimer un truc, puis le réimprimer lui aussi le robot, parce qu'il était plus en état même de se réparer lui-même. Donc il a continué de créer des trucs jusqu'à ce qu'il puisse plus pouvoir, et il a enclenché le machin avant de mourir, enfin avant de se déconnecter, et tout a fonctionné. Ça a mis 3000 ans, un truc dans le genre. Donc au moment où il y avait Zenku qui était réveillé, lui aussi était réveillé, et je serais déçu que ce soit pas réutilisé plus tard. Parce que à un moment, quand il était dans la création du labo sur Terre, il y avait un robot fille, un buste de robot fille qui avait été créé, et le robot en question l'avait vu, ce robot fille. Et en fait, vu qu'il l'avait vu, il s'est créé comme ça le robot. Il s'est vraiment créé comme la fille en question. Donc ça veut dire que si un jour, dans tous les cas, vu que Zenku l'a vu, ce prototype de robot cyborg fille dans le labo de son père, c'est-à-dire que dès l'instant où ils vont se croiser, il va savoir que c'est une création de son père à la base. Il va le savoir à 100%. J'aimerais bien voir cette retrouvaille. Parce que lui, le robot, il adore son père, et lui, il a envie de rencontrer son fils. Et Zenku, même s'il pense pas, s'il pouvait revoir le robot en question, de voir ce qu'il est devenu, je pense qu'il serait épaté à 3000%, comme il le dit si bien. Drifting Dragons, le tome 6, pas grand chose à dire parce que la bataille qui devait y avoir lieu avec le dragon, avec lui et le vieux, c'est finalement faite. Ça a été très compliqué, ils ont risqué limite leur vie, et la fille du coup du vieux était en mode vas-y on va le récupérer et tout. Il a réussi à le chasser tout seul en sautant comme lui il l'aurait fait. Il a risqué sa vie. Et en arrivant, en réussissant, personne savait en fait s'il allait s'en sortir ou pas. C'est quand le dragon est descendu des nuages avec lui harponné dessus, ils ont compris qu'il avait réussi. Et sa fille a compris qu'il pouvait vivre que comme ça. Et qu'il a jamais été aussi souriant, épanoui, beau, magnifique que dans les cieux en fait. Il était fait pour ça. Sauf qu'il y avait un métier de merde jusqu'à ce moment-là. Du coup il buvait tout le temps et tout. Il était pas fait pour être au sol en fait. Donc il a réussi à trouver un poste pour être... c'est quoi déjà? Il entraîne les bleus quoi. Il entraîne les bleus à devenir chasseur de dragons. Vous m'avez entendu dire en plus que j'aime pas quand ça tue pour rien les dragons. Là, ça les tue pas pour rien, hein. C'est fait pour plein de choses, se nourrir. Il y a l'huile pour la vie de tous les jours et tout, et pour aussi l'écosystème parce que ça peut risquer de détruire des villes, etc. Je trouve beaucoup plus cohérent cet univers-là que l'univers de Burn the Witch. Pour revenir juste là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais on est parti de chez Glénat pour Pika Édition en même temps. Le manga est toujours aussi magnifique et je pense que même si le manga devient moins intéressant, rien que pour les graphismes, je serais obligé de continuer en fait. Il est vraiment trop beau. J'aimerais bien vous trouver un moment. Ils sont dans les cieux, hein, forcément. Et il y a la tornade dragon là. Je sais pas si je vais vous retrouver ça facilement. Mais il y a plein de... De toute façon, en vrai, chaque planche que je regarde là sont vraiment très belles. Hein. Il y a rien de moche dans ce manga. Il y a rien de moche. Mais j'aime bien vous trouver des planches, des grandes planches. Bon, tant pis, on va prendre celle-ci. Le dragon qui sort des nuages avec le dirigeable en dessous. Déjà, rien que là, c'est vraiment très cool. Voilà. C'est un manga qui est très beau. Encore une fois, c'est un Ghibli en manga, en termes de graphisme, pas en termes de scénario, mais en termes de dessin. Ça, 100%, je le redis. Et pourtant, j'adore Ghibli. C'est vraiment mes films d'animation préférés. Et pourtant, j'ose le comparer avec un manga. Magic Knight, toujours le tome 3. Je suis vraiment surpris des événements que ça a pris. Donc, les deux autres filles ont récupéré leur gardien. Ils ont affronté le méchant. Ils l'ont détruit. La princesse qui était délivrée, en fait, devient ultra vénère et essaye de buter les Magic Knights. Parce qu'en fait, elle était amoureuse de lui, sauf qu'en tant que princesse, elle n'avait pas le droit. Du coup, elle s'était enfermée. Et en fait, l'aide qu'elle leur avait demandé, c'était de la buter. Ils peuvent pas faire ça, c'est la princesse aimante. C'est grâce à ça que tout le pays tient en place, en fait. Mais elle était tellement triste, elle était tellement noire de haine envers elle
et en même temps tellement triste d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Ils se battent et finalement ils arrivent à accéder à sa requête, ils arrivent à la tuer, ce qui a été quand même une épreuve assez difficile. Et à la fin du manga, elle se réveille à Tokyo. Voilà, ils se retrouvent au point de départ. C'est un manga qui est très rapide, ça je l'avais déjà dit, mais qui est quand même, voilà, qui arrive à se suivre et qui est pas non plus excessivement rapide dans le sens voilà, vomitif du terme par exemple, en mode très péjoratif. Non, ça se suit très bien et je comprends aussi par rapport au style du manga, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, franchement, en vrai, on en parle ou pas du fait que pour l'époque c'est magnifique. Non, franchement, on en parle ou pas? C'est magnifique. Je sais pas ce qui va se passer après, j'ai hâte de savoir parce que je pensais que ça mettrait un peu plus de temps avant d'affronter le héros final. Je pensais vraiment que ça allait se faire en mode RPG. Le boss final, dernier tome, ils y arrivent, récompense de la princesse, et ensuite ils se réincarnent dans leur monde, et puis il y a de restent amis, et puis il y a genre un petit élément dans la vie réelle qui prouve que ce monde a bien existé, et du coup à se mettre tous les trois à sourire en mode vers les cieux, en mode ah, on a vécu une belle épopée quand même. Non, tome 3, donc la moitié de la série, tout est déjà bouclé, c'est juste que c'est la merde. Voilà, parce que globalement leur monde, enfin le monde dans lequel ils étaient peut plus exister. J'ai hâte de voir le tome 4 comment ça va se dérouler. Et puis je vous en parlerai à ce moment-là. The Quintessential Quintuplets, le tome 8 je crois. Oui, tout à fait, le tome 8. Là ils se retrouvent tous dans un onsen qui est tenu par le grand-père des quintuplets. Et en fait, là, le but, ça va être que le grand-père, le sensei, arrive à faire comprendre au monsieur à distinguer ses filles. Parce que du coup, son grand-père adore les voir comme quand elles étaient petites, donc toutes similaires. Et du coup, lui, il est comme ça, il met putain, qui est qui? Oh, c'est le bordel. Je peux retrouver la planche. C'est assez marrant. Bon, du coup, c'est un onsen, du coup, ils en profitent pour foutre un peu d'etchi, un peu beaucoup d'etchi. Allez, il faut que je retrouve ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Elles sont toutes identiques là. Bon courage pour les identifier. C'est toujours aussi sympa à suivre, c'est mignon, c'est drôle, c'est pas lourd en fait. Moi je peux vous conseiller la série parce que c'est très sympa et ça reste dans le même principe que d'autres harems que vous avez pu connaître. Peut-être We Neverland dernièrement ou Nisekoi et plein d'autres certainement. C'est pas dans le même principe parce que déjà c'est des quintuplés et du coup bah c'est plus compliqué, peut-être des sœurs qui sont toutes sur le même mec. Mais je sais pas, ça a son charme, ça marche bien et puis c'est à vous comme dans chaque harem de choisir votre fille que vous préférez. Et j'ai l'impression que tout internet est d'accord pour dire que c'est Miku d'ailleurs, moi compris. Et je suis à peu près sûr que ça sera celle qu'il a rencontrée en premier et qui sont engueulées et qui sont limite tapées dessus parce que ça finit toujours comme ça et je croise les doigts pour que pour une fois ça se finisse pas comme ça. Kaguya-sama, Love is War, toujours chez Pika. Je suis bien content d'avoir craqué sur ces deux volumes. C'était marrant. Vraiment, j'ai bien rigolé, il y avait des scènes qui étaient vraiment très sympas. Donc les deux essayent absolument de trouver des techniques pour que l'autre craque et que l'autre dise je veux sortir avec vous. Ou juste des petits trucs genre appelle-moi en premier, propose-moi d'aller là-bas en premier. Juste, ils s'envoient des trucs comme ça. Ça avance pas leur histoire. C'est incroyable. Et je suis pas trop adepte des running gags. Vraiment pas. Pourtant, il y a un truc qui me fait rire à chaque fois. Mais quand je dis à chaque fois, c'est à chaque fois. Faut que je retrouve le truc. Voilà. Parfait. Souvent, tous les 2 ou 3 chapitres, il va y avoir ça avec Kaguya qui fait cette tête-là. Comme c'est mignon. Dans le contexte de ce qui a été amené juste avant, dans le chapitre et tout, quand le mec il est en train de l'imaginer, en train de lui dire comme c'est mignon, c'est à mourir de rire. Mais à chaque fois, je rigole. Je fais à chaque fois. Et pourtant, les running gags, c'est pas mon truc. Mais là, ça marche très bien. Donc oui, Kaguya, je vous conseille ce manga effectivement. Pour l'instant, il y a 2 tomes. Le 3e tome va sortir probablement ce mois-ci. Et probablement sorti d'ailleurs au moment de la vidéo, je crois. Ou sinon, c'est très peu de temps. Ah non, ça a été décalé à la fin du mois, les sorties de Pika. Du coup, ouais, fin mai ou début juin, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça va arriver assez vite. Et ouais, j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment très drôle et j'ai envie d'en lire plus en fait. Tombé du ciel, le tome 9. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était un manga qui était excessivement drôle, mais qui sait être ultra sérieux quand il le faut? Ce tome-là exprime à merveille ça. Parce que vous avez une très grosse partie de comics, genre plus de la moitié du manga, où en plus il y a la nouvelle fille là qui est arrivée, je voudrais devenir membre, Tomoki. Non, c'est pas ça. Non, Tomoki, c'est le mec. Je sais pas si ça va être écrit quelque part. Je vais vous montrer la fille, ça va être plus simple. C'est celle-là, là, en question. Sauf que celle-là, on l'a croisée une fois dans le monde du ciel par le mec avec les lunettes, là. Ah, les noms, c'est incroyable. Un jour, je ferai des quiz de noms et je retiendrai tout. Ce sera plus simple.
Voilà, donc le mec avec les lunettes l'a croisé, mais endormi. Du coup, voilà, elle était là et d'un seul coup, elle est dans ce monde-là. Du coup, il est perplexe, il est en mode attends, c'est peut-être une méchante, etc. Il savait pas trop où se mettre. Et pendant tout le manga, juste on apprend, voilà, c'est une fille normale, on s'y attache, elle est super sympa, etc., etc. Fin du manga, à un moment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle se fait écraser. Et en étant écrasée, elle meurt. Sauf que enfin, vous allez me dire, oui, logique, elle meurt, elle se fait écraser, voilà, elle se fait écraser par un camion en plein milieu, globalement, voilà, c'est pas fou. Elle disparaît. Et là, ça, pour le coup, ça me fout ultra perplexe sur la suite du manga parce que je comprends pas vraiment comment c'est possible, etc. Mais elle disparaît de la mémoire d'absolument tout le monde. Et jusqu'au dernier moment, justement, si je reviens en arrière, ouais, voilà, exactement, on apprend ça après, que c'est pas la seule à pas être réelle. Lui, c'est le dernier à avoir encore des souvenirs d'elle. Les anges garderont souvenir d'elle, ça c'est parce qu'ils sont de ce monde-là, du coup il n'y a pas de souci. Et après, c'est le flou total. Bam, il y a tout qui s'efface. Et après c'est, je faisais quoi au juste? Bon, peu importe, c'est l'heure de manger. Et on voit que c'est pas normal parce que voilà, là, elle est triste. Donc le manga, c'est être ultra sérieux aussi quand il le veut. Il vous fait rire, il vous fait vraiment méga rire, mais en même temps, à côté, voilà, t'as ce côté ultra sérieux. On est même triste à la fin du truc. On est putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'ai vraiment envie de lire ce tome 10 et ce tome 11 d'ailleurs aussi. Quand je recevrai le tome 10, parce qu'au moment où moi je fais la vidéo, je l'ai pas reçu. J'espère recevoir d'ici là et je lirai les deux et j'espère pouvoir vous en parler du coup dans la vidéo qui sortira en juin sur mes lectures du mois de mai. Shigurui, le tome 3, c'est toujours aussi excellent. Et là, on va dire qu'il y a deux choses principales qui se passent énormément. C'est que les membres du dojo qu'on suit depuis le début se font un peu tous décimer un à un par le mec qui a été chassé aveugle et qui se bat du coup d'une manière un peu bizarre. Il a accompagné d'autres personnes dont on sait pas trop ce qu'ils sont. Et c'est ça sur pas mal de tomes. Avec du coup ils essayent de mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre, ils vont le buter pour racheter leur honneur. Le mec en rentrant il se fait buter finalement par quelqu'un, du coup en fait voilà, même s'il savait que c'était pas lui et qu'il savait que ça passerait, parce que du coup il faut pas qu'il y ait un déshonneur sur le dojo en mode ils sont trop faciles à tuer, c'est des merdes. Alors, il fallait trouver un responsable vu qu'ils n'arrivaient pas à trouver le vrai. Ils ont allé buter quelqu'un qui n'était pas lui et en plus du coup il se fait tuer sur le chemin après sur le retour, donc horrible. Chose aussi qui est intéressante qui se passe, c'est que le personnage principal, de toute façon on a l'aveugle et le personnage principal là justement, les deux qui s'affrontent en fait au début du tome 1. Il commence à pourrir un peu au niveau du bras de la main, mais il arrive quand même à se battre encore avec ses deux doigts. Je trouve ça assez ouf. Donc c'est le début du fait de perdre la main, parce qu'en fait à un moment il se bat et il fracasse des mâchoires à la main, plutôt qu'il veut pas sortir son sabre pour des brigands, et il s'est blessé avec des dents qui sont foncées dans sa main et en fait ça a commencé à pourrir. Ça c'est pas ouf. Et en dernier truc, c'est le chef du dojo, donc le mec que je vous avais montré qui était très flippant je trouve. À la fin il y a quelqu'un d'eau gradé dans la vie qui l'invite et du coup il y va parce que voilà, il doit y aller et faire les bonnes formules de politesse, etc. Il sourit même. Très, très flippant quand il sourit. Il faudrait que je retrouve ça. Ouais, voilà. Je voudrais retrouver ce fameux sourire hypocrite qui ne sort justement que lors des grandes cérémonies comme ça. Voilà, il montrait jamais ce visage à l'école. Mais heureusement, parce que comme ça, il est peut-être même encore plus flippant en fait. Il est très très vieux lui. Et en fait, on lui présente une arme et on lui demande, voilà, est-ce que vous pensez que ça peut trancher? Il y a mon jeune élève qui se bat avec et tout. Est-ce que vous trouvez que c'était une arme? Et il la touche de partout et il fait non. C'est de la merde. Ça tuera personne. Du coup, il dit, faites un combat avec lui. Ok, bon, il reste pas grand-chose. C'est pas une arme qui tranche. Problème, moi je le sentais venir direct parce que forcément, l'épée en question, moi je connaissais, je suis plus occidental. Mais même au Japon, maintenant c'est connu. Mais à cette époque-là, effectivement, c'était inconnu. C'était une arme d'escrime. Donc c'est la pointe qui tranche. Donc lui, il a touché tout le long, mais pas la pointe, parce que il est habitué à se battre avec des sabres. Les sabres, ça coupe sur tout le long. Et puis voilà. Donc en fait, dès le début du combat, il se fait transpercer littéralement le cœur sur la fin du tome. Comme ceci. Très belle scène au passage, en même temps. Bon, voilà. Comment dire, je sais pas ce qui va se passer après, parce que s'ils perdent leur chef, c'est problématique déjà de base, et je pense que c'était une déclaration un petit peu de on va vous réduire à néant le dojo, j'ai l'impression. Donc je pense qu'ils sont contrôlés, ou contrôlés peut-être pas, mais ils sont affiliés aux mecs aveugles justement, qui ont réussi, je sais pas, payer quelque chose pour réussir à les éradiquer, je sais pas. On va voir ce que ça donne, mais le tome 4 risque d'être assez passionnant. Ok, donc on arrive sur la dernière partie de Meian avec les tomes de Kingdom, le 23, 24, 25
et 26. Et est-ce que je vous ai dit à quel point Kingdom c'était exceptionnel? Ouais, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oh là, en plus, vous résumez 4 tomes, c'est juste pas possible, faut les lire. Hein. Faut les lire, je vais vous mal le résumer. Il y a eu la fin de la guerre, du coup, dans le tome 22. Tome 23, il y a la remise en place et tout. Shin qui y va, qui se fait décorer, qui est enfin une vraie unité de 1000 hommes. Il y a la fille, non pas elle, l'autre fille qui est du coup au sabre de ouf, qui du coup se barre pour assouvir sa vengeance. Qui du coup laisse l'équipe, mais c'était acté, c'était prévu, donc il n'y a pas de souci. Il y a elle qui refait son apparition, c'est très cool, qui devient la stratège de l'unité Ishin, mais pas forcément dans les bonnes circonstances, parce qu'en fait ils ont besoin d'aide, parce que justement la fille avec le sabre n'est plus là, et c'est en fait qui faisait toutes les stratégies, et là Shin c'est rentrer dans le tas. Ça marche pas très bien effectivement. Du coup elle revient, et en fait c'est une très bonne, enfin elle a bien appris en tout cas ses leçons, donc elle est plutôt bonne. Et en fait ça a été amené parce que à venir, et voilà, parce qu'il fallait protéger du coup ce qu'ils venaient de conquérir, et ils ont dû tous se rapatrier parce qu'en fait il y a les 6 nations, 5, 6, je sais plus s'il y en a 5 ou 6, c'est 6 nations qui sont, on va dire 6, mais c'est peut-être 5, autour du pays de Chine avec Elsei et tout, qui se fait envahir d'un seul coup par c'est Rikudo, le mec qui est stratège, qui a réussi à négocier ça avec tout le monde pour attaquer en même temps, et là ils sont véritablement dans la merde. Donc ils sont tous reliés à un endroit stratégique, la porte, si elle est prise, c'est terminé, une porte beaucoup trop haute, et du coup là ils se sont divisés en plusieurs généraux, donc 1, 2, 3, 4 si je dis pas de bêtises, et en face à peu près pareil, plus 5 derrière je crois. Un autre qui du coup a été, maintenant peut-être qu'il y avait que 5, je sais plus, mais en tout cas il y a un des pays qui a annulé son attaque parce que contre de l'argent ou des terres, je sais plus, bref. Voilà, ils ont annulé. Et ensuite, ensuite la bataille se passe plus ou moins bien. Ça fluctue. Ça fluctue. On n'a pas vu grand chose pour l'instant. On a surtout vu la partie avec Shin et du coup aussi avec Tu qui a intervenu, donc Tu, le bras droit de Uki, qui est vraiment très fort. Ça se voyait déjà. Il avait pas fait grand chose, mais ça se voyait déjà. Et il a tué un des généraux sur la fin, un des grands généraux. Donc ça fout la merde. Donc, voilà, dans le camp adverse en tout cas. C'est pas cool parce que je me suis arrêté à un endroit vraiment où, il y a peut-être un quart de la bataille qui est passé, certainement. Je sais pas jusqu'où, quand je vais arriver jusqu'au tome 30, je sais pas le tome 30 va m'amener où. Je sais juste que la bataille, elle est vraiment folle, on a envie de voir partout. Et surtout, j'ai très envie de voir le fort de Hussein, je crois il s'appelle. Si je dis pas bêtise, celui qui a le masque. Je crois que c'est Hussein. Lui, il a un fort et on n'a pas pu voir ce fort en action. Ils ont décidé de le délaisser dans la précédente bataille et de foncer autre part, donc ils n'ont pas attaqué le fort. Et là, il va avoir fait un fort pareil dans les montagnes. Comment ça va fonctionner? J'ai hâte de voir un peu comment ça fonctionne, sa stratégie autour de ça. Bref, Kingdom, exceptionnel. Lisez Kingdom. Je fais partie des gens qui mettent la propagande parce qu'effectivement, c'est génial. Et tout de suite, il y a quand même 60 tomes qui sont sortis en France. C'est pas pour rien qu'il y en a autant. Et je vous préviens tout de suite, par contre, c'est quand même une série qui va dépasser les 100 tomes. C'est à peu près sûr à 100%. Ah, bon, on va entamer la dernière partie. On va passer chez Kana avec tout d'abord Time Shadow, le tome 9. Donc Time Shadow, on approche vraiment de la fin. D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt cette série-là qui a 11 tomes et pas l'autre comme je pensais là. Il y a beaucoup trop d'infos dans ce volume qui se passe d'un seul coup. C'est pas que ça va dans tous les sens, c'est juste qu'on a énormément de réponses sur un peu les ombres, sur comment vraiment elles fonctionnent, sur qui elles étaient, comment elles sont apparues, la première ombre qui venait peut-être de l'espace en plus, enfin c'est une légende du coup de l'île, et du coup ça serait peut-être vraiment ça. Plus il y a un prêtre qui a pas vieilli depuis le début de l'apparition de l'ombre, donc en fait c'est sûrement une ombre ou pas, on sait pas trop d'ailleurs ça. Sur la fin on n'a pas la réponse d'ailleurs de ça, mais ça doit être ça. Et là ouais, sur le flashback on a pour la première fois, donc c'est la dernière page, on a pour la première fois une ombre qui a copié une autre, qui était une ombre qui copiait des créatures au fur et à mesure qu'ils rencontraient, savait pas trop ce qu'elle était, ce qu'elle voulait. Et en fait, on apprend un petit peu plus et on va sûrement en apprendre plus sur ses motivations. Ça se trouve, elle est pas forcément méchante, mais peut-être qu'elle sait juste pas ce qu'elle fait. Et voilà, on va en apprendre un peu plus là-dessus. On a des informations sur le père médecin qui du coup délivrait des cadavres, aux ombres, je crois. Comme ça, ils pouvaient les copier. Dans les autopsies où du coup ils étaient morts et qu'ils avaient été copiés, ils faisaient genre ça a été une crise cardiaque, c'est et machin, pour justement ne pas faire en sorte que les ombres ne soient pas décellées. Voilà, beaucoup d'infos. C'est un très bon manga, je trouve. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment pas du tout connu. Autant, voilà, il y a plein de mangas là-dedans, je suis pas sûr que vous les avez entendus parler. Ça, il a popé il y a
3 ans, je crois, lors d'un été, c'était juste après tout ce qui était Japan Expo en plus, ou pendant la Japan Expo. Je trouve qu'il n'y avait pas excessivement de com dessus, et c'est dommage. Je vous encourage à rattraper cette petite défaillance de communication pour vous faire Time Shadow tant que la série n'est pas terminée, ou juste avant que la série soit terminée, justement, pour ne pas louper ce bon manga. Et on continue avec la Star Edition de Shaman King, les tomes 6 et 7. Ne comptez pas sur moi pour vous résumer 4 volumes d'un seul coup, comme ça va être résumé plutôt à la Kingdom du coup très rapidement. Bon, 1, il y en a 2-3 qui arrivent à débloquer des pouvoirs plus importants. 2, ils arrivent à la fin de l'examen. 3, pendant ce temps-là, juste avant, ils se font attaquer par des sbires du frère de... Enfin du frère, je l'appelle le frère à chaque fois, mais de Ao, du coup, voilà. Enfin pas du frère de Ao, mais le frère plutôt de Yo, Asakura, parce que ils se ressemblent tellement que je les appelle frères, mais bon. Donc Ao qui a envoyé ses sbires, d'ailleurs avec un mec qui fait genre qui est Dracula, mais c'est avec son spirit. Franchement, on y croit. On y croit à fond. En fait, c'est le sang qui donne de la force et tout. En fait, ça n'a jamais rien eu à voir avec Dracula, mais c'était plutôt bien fait. Enfin, bref, ça c'est un combat à part. Et il y a le groupe des angels, je sais plus quoi. Enfin, c'est des mecs qui ont tous des esprits, mais divins en fait, des esprits ultra forts. Et on apprend que plus un esprit est vieux, plus il est puissant aussi. S'il y a un esprit il a 10 ans, il est moins fort qu'un esprit qui a 600 ans, qu'un esprit qui a 1200 ans, etc., etc. Donc là, ils ont des esprits divins, donc ils s'appellent tous l'ange Gabriel, etc., etc. Plus leur chef qui, du coup, est le martyr en fait, hein, littéralement, donc qui se prend sûrement pour Jésus, qui du coup est enfermé dans un... Vous savez les trucs de torture avec les pics là, vous fermez et il se prend des pics, en fait il saigne tout le temps, et en fait il subit la douleur des autres, et quand il en sort, il fait aller la cage sur les autres, bien sympa. Sachant que là, du coup c'était le quatrième point, c'est que quand ils arrivent, du coup ils sont dans la ville des Apaches, pardon d'ailleurs, et ici du coup il y a le spirit, le grand spirit, le truc que doit récupérer le roi des chamans, le Shaman King. C'est cette spirit là qui doivent récupérer, cette soul, je sais même plus c'est comment que ça s'appelle. Enfin bref, le soul quelque chose sûrement d'ailleurs. Hein. Mais c'est du coup c'est cet esprit là qui doivent incorporer les Shaman King. Donc il y a des millions d'esprits en une seule. Et en fait le Shaman King c'est le seul qui peut récupérer tout ça en lui. Donc ça c'était gros résumé de ça, et là où on était parti un peu du côté tournoi, on y revient, et sauf que c'est par groupe de 3, tu formes un groupe de 3 et tu dois te battre du coup 3 contre 3 pendant ce tournoi. Donc ça commence à se faire, donc là pour l'instant c'est genre c'est le tout début, hein, je sais plus si c'est 16e ou un truc dans le genre, enfin bref, l'important c'est que c'est commencé, et qu'on commence à voir du coup les pouvoirs de chacun, et qu'on va voir du coup comment ça évolue et comment ça va se tourner. Je vous avoue que le côté tournoi où je me suis dit ça allait revenir forcément, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, un manga qui est tourné autour du tournoi c'est pas ouf, ce que j'avais dit au début. Donc il y avait les petits tournois 1 contre 1, ensuite il y a eu l'épopée pour arriver jusqu'à l'endroit du Shaman Fight, et là ils y sont. Il y a le tournoi du 3 contre 3, et c'est pas un tournoi classique du coup, donc ça me plaît toujours autant en fait. Donc là on est au tome 7, il va y avoir 17 tomes, le tome 8 va pas tarder, donc on va être à la moitié du manga. On va voir ce que ça a donné, et dans tous les cas, je continuerai de vous en parler parce que moi j'ai bien accroché pour l'instant sur Shaman King. Et on va terminer avec du Urasawa, j'aime bien terminer avec du Urasawa, donc là on a Yawara, le tome 4, donc il se passe plein de petites choses. Un a fait des tournois, donc elle les gagne, mais apparemment elle est pas au top de sa forme. En plus elle essaye de continuer quand même à intégrer une grosse école, du coup elle fait énormément d'études, donc en fait elle est crevée, donc elle commence à faire des erreurs et tout, mais elle gagne quand même. Donc le grand-père il est pas très content forcément. En plus il y a la judoka russe, je crois c'était ça, qui a perdu son tournoi, donc elle ne pourra pas affronter Yawara. Donc en fait Yawara a perdu la motivation qu'elle avait à faire des tournois et tout, donc ça s'est perdu aussi. Donc elle est plus sur ses études, il y a tout qui essaie de l'encourager à continuer parce que elle est formidable, mais elle-même en a pas envie, et puis en plus elle s'en rend pas compte à quel point elle peut être forte. Et sur la fin en fait, le mec qui servait d'assistant au journaliste sportif qui faisait les photos, et il se barre, et sa nouvelle assistante en fait déteste Yawara en fait, et puis elle essaye d'être avec en plus le journaliste, donc bon ça fout aussi un petit peu la merde. Et finalement Yawara se rend compte qu'elle est peut-être un peu jalouse ou pas, c'est un peu bizarre. Elle en tout cas elle sait que c'est une garce, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une garce. Du coup elle se retrouve avec 2 ennemis filles quoi, l'assistante photographe du journaliste,
plus la fille qui veut absolument être sa rivale alors que pour l'instant elle est pas au niveau. Quoique visiblement elle s'est beaucoup entraînée, donc peut-être que maintenant elle commence à avoir un niveau plus intéressant, mais on n'en sait pas forcément plus. Faut voir ce que ça donne dans la suite, dans le tome 5, j'ai hâte de voir de toute façon ses progrès et sa motivation grandir dans ce sport. C'est ça aussi qu'on a envie de voir, c'est le moment où elle va vraiment... j'ai hâte de voir ce moment où elle va dire « Ok, je veux faire du judo, je veux éclater les gens » et où en fait elle va se rendre compte que de toute façon ça va pas être si facile que ça parce que quand on met pas forcément de motivation, il va y avoir des gens qui vont toujours être plus forts qu'elle et ça va être très compliqué pour elle. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. Encore une très longue vidéo. Je sais pas encore si elle va faire plus ou moins d'1 heure. La dernière fois, on était à 20 secondes de dépasser les 1 heure. En tout cas, bravo à vous si vous êtes encore là encore une fois. Il y en a 2-3 qui m'ont répondu à ça. C'est que vous avez eu la motivation de tout regarder. Et je vous dis encore une fois bravo à vous, aux précédents et aux nouveaux qui sont là. Du coup, ça devrait être normalement la dernière vidéo qui devrait être en une seule partie parce que je pense que 1 heure c'est quand même beaucoup pour vous, quoique il y a les timecodes à chaque fois, donc je sais pas encore si la prochaine durera aussi longtemps ou si je la recouperai à nouveau en 2 parties, mais il fallait que je rattrape mon retard, donc c'est chose faite, on verra comment ça se passe pour la suite. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient énormément, à partager, liker la vidéo et à vous abonner, c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Salut!